Donc aujourd'hui, nous combinons dans cet atelier ou dans ce panel les deux commémorations. La commémoration de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme et également la commémoration de la résolution sur les femmes défenseurs des droits de l'homme. Et ces commémorations sont toujours un moment où nous nous arrêtons pour faire le point de la situation, quels sont les progrès, quels sont également les défis récurrents et quelles sont les solutions. Je voudrais sans tarder donner la parole à l'honorable commissaire Rémy Ngoy Lumbu, qui est le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et qui est également le point focal sur les représailles de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour ces remarques préliminaires, il a 5 minutes. Commissaire, merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des États, chers participants, Madame la Présidente a rappelé que nous sommes en train de fusionner 2 panels en un seul. Le défi, c'est de contenir le tout en 1 heure. La résolution 69 sur la protection des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, adoptée au cours de la 35e session ordinaire tenue à Banjul en 2004, a créé le mécanisme de rapporteur spécial en charge des défenseurs des droits de l'homme. Son mandat a été élargi depuis la résolution 273. Mais lorsqu'on analyse la résolution 69 dont je parlais tout à l'heure, l'une des compétences du rapporteur spécial, c'est de susciter la prise de conscience et promouvoir la mise en œuvre de la déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme. Cette déclaration date, la Présidente l'a rappelé, du 9 décembre 2008. Nous fêtons donc participativement ce jour ces 20 ans d'existence. La déclaration invite entre autres le gouvernement, les organes et organismes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à intensifier leurs efforts en vue de sa diffusion et d'en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle. Il s'agit là de la source mère, d'après notre compréhension, de l'éclosion du droit de la protection des défenseurs des droits de l'homme. De cette déclaration, s'est né plusieurs autres textes au sein de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération de l'Europe, et même au sein de l'ONU ou au sein de l'Union africaine à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce mouvement-là itinéraire depuis lors, désormais, tous les États qui alignent leurs législations respectives aux standards ainsi posés par la déclaration. La Côte d'Ivoire avait commencé bien avant, depuis 2004. Le Burkina Faso et le Mali ont emboîté le pas respectivement en 2017 et 2018. Beaucoup de pays sont sur cette même voie, d'autres encore hésitants. Notre mandat consiste à établir un dialogue permanent avec eux. Pour faciliter ce dialogue, nous avons conçu, dans le cadre de ce mécanisme, un outil important avec le concours du Centre de droits de l'homme d'Afrique du Sud, un compendium sur le droit de la protection des défenseurs des droits de l'homme dont on procédera au lancement tout à l'heure. Vous l'aurez en version en format poche pour en assurer bien évidemment la portabilité. À mes chers amis défenseurs des droits de l'homme, je ne peux terminer mon propos parce qu'on a des contraintes du temps sans renouveler une fois de plus ma reconnaissance et ma fierté de travailler avec une société civile dynamique et déterminée à se battre pour l'Afrique que nous voulons tous. C'est pour cette raison que je réponds toujours présent au Forum des ONG, en prélude à nos sessions ordinaires. Enfin, comme il a été recommandé par les Nations Unies, les États sont invités par l'adoption de cette déclaration à en faire une dissémination et une vulgarisation, mais surtout à la respecter. Il vous souviendra, pour ceux qui ont reçu nos appels urgents, pour les États qui sont ici et qui ont reçu nos appels urgents, que nous ne manquons jamais de faire référence à cette résolution, car c'est la base même de notre mandat. C'est ici l'occasion, encore une fois, d'avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes qui ont perdu leur vie pour la cause des droits de l'homme. Je salue également le courage de ceux qui se battent tous les jours pour le respect et la dignité des droits de l'homme sans discrimination. Je remercie aussi ceux qui ont reconnu l'importance du rôle des défenseurs des droits de l'homme en leur accordant une protection particulière comme la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que dans ce panel, nous avons tenu que la Côte d'Ivoire puisse venir partager avec les autres États l'expérience qu'elle a eue à
à mener en votant une loi et un décret d'application dans ce pays. Nous sommes à votre disposition pour le débat. Nous remettons la parole à Madame la Présidente pour pouvoir continuer la suite. Compte tenu des contraintes du temps, je vous remercie. Merci, honorable commissaire. Je me tourne à présent vers la commissaire Lucie Assou-Akbor, qui est la rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, pour nous donner voilà, son point de vue par rapport à la résolution et aussi à la déclaration. Merci. 5 minutes, Madame la commissaire. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. I'll start by indicating that the African Commission in general has recognized the important role played by human rights defenders, and that since the proclamation of the declaration in 1998, about 30 resolutions have been adopted by the African Commission regarding the work of human rights defenders in various respects, at least 30, and that several guidelines have been adopted which touch and concern the activities of human rights defenders, the guidelines on freedom of association, because without the right to association, human rights defenders will not operate, the guidelines on freedom of expression, without the right to an opinion, they will not be able to operate, the right to a fair trial and legal assistance, guidelines to conditions of arrest, police custody, and pre-trial detention, in that we want to ensure that if and when they are arrested, we don't wish that they are arrested, but they usually find themselves under arrest. Conditions should be good enough for them to survive in prison cells. Guidelines on countering terrorism, because it has been declared here openly that under the pretext of countering terrorism, the rights of human rights defenders are restricted. We also have the guidelines on reporting under Maputo Protocol. So we have, the Commission in general has really been concerned with creating a safe environment on, to permit human rights defenders to operate. Then immediately after the proclamation of the declaration in 1999, the special mechanism on the rights of women was established, and this mechanism has since then been the focal point on the rights of women at the level of the Commission. But my problem, immediately I was asked to speak here, my question was, am I speaking for all the human rights defenders who defend the rights of women, including the men, or am I going to be concerned only with the rights of women who defend the rights of women? Why do I say so? Because my mandate does not permit me to defend men. My mandate does not permit me to defend men, but if you think I can suddenly transform my mandate to start defending them because they are defending the rights of women, then I won't refuse doing that. But I want to capitalize on the rights of women who defend the rights of women, because other than having the same challenges that male who defend the rights of women have, they have more challenges. And I'm going to talk about those challenges. The challenges which start from their homes. From their homes, the challenge of being able to reconcile professionalism and family life is already a big challenge for a woman who defends the rights of women. Most of you sitting here, I'm sure you have worries over what is happening to your children, and even being able to satisfy the needs of your family. And even what the society thinks about you as a woman defending human rights and certain rights in particular. Special challenges go to the women who defend the rights of sexual minorities. I'm sure you are looked upon as wayward people in the community. Then let alone touching areas like corruption, areas like extractive industries, areas that touch and concern patriarchy in the society, like inheritance rights, areas that concern even child marriage, because this affects some religious beliefs, people who believe that child marriage is dictated by Allah himself. So we have more challenges than your male counterparts. Areas which concern reproductive health rights, when you defend rights of people living with HIV, who are sometimes taxed for
deliberate transmitting the disease, of course, you are viewed with some scorn by the society. So you need more protection, and that is where my role comes. Unfortunately, there is a very big gap between what I hear here and what to report to us to permit us to act. I don't get any complaints from human rights defenders before the session. You only wait for the session to tell me you were harassed. How do I help from now? So I think we need to organize in our reporting mechanism how you report to the special rapporteur, because as you are well aware, since this mechanism was created, or even the Maputo Protocol, which protects your rights, only 3 cases have been done concerning the violation of women's rights by this commission. 3 only. 3, and one of which is an interstate communication. So there is need to increase your level of reporting and maybe start asking ourselves, but why are they not reporting? Is there lack of confidence in the institutions, lack of confidence in the police system, who may even aggravate your situation and increase your victimization when you report, and all those questions which have to be addressed. So, Madam Chair, I'm not sure of how many more minutes I have, but just to say that, mindful of the number of women who have stood here since the opening of this session to denounce human rights violations which occur in their various backgrounds, it shows that women have an important role to play, and I will not end without applauding their courage, despite the hostile environment in which they find themselves, in taking that courage, the stance to stand here and denounce. We have all witnessed cases where women have found it difficult even to return back to their home because of threats they obtained while here at the commission on their return back home. So we'll encourage them, continue to encourage the states to regard human rights defenders and women in particular as indispensable partners for any democracy. Thank you very much. Merci, honorable commissaire. Nous allons à présent donner la parole à son Excellence Aimé Zebeyou, qui est la secrétaire d'État aux droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, qui va être remplacé à ce panel par M. Achille Dejounou. Hein? Excusez-moi si j'écorche votre nom. Directeur de la promotion des droits de l'homme au niveau du secrétariat d'État des droits de l'homme. Nous avons tenu à avoir un État qui a eu à élaborer et à adopter une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, pour qu'il nous donne un peu voilà, l'expérience, la vision qui a guidé la Côte d'Ivoire à avoir cette loi, et surtout qu'il y a d'autres pays dans la sous-région qui lui ont emboîté le pas. Monsieur Achille, vous avez la parole, 5 minutes. Merci. Merci à vous, Madame la Présidente de la Commission. Honorable commissaire et membre de la présente auguste Assemblée, la Côte d'Ivoire s'honore d'être invitée à participer à ce panel par ma modeste personne et vous en remercie. Comme vous l'avez déjà noté, Madame la Présidente, effectivement, la Côte d'Ivoire, au sortir de la grande crise militaro-sociopolitique qu'elle a connue de 2002 à 2011, a posé un diagnostic sans retenue et s'est rendu compte que l'une des causes endogènes de cette crise avait pour fondement la violation et les atteintes aux droits de l'homme. Et donc, au sortir de cette crise, le gouvernement a entrepris de restaurer non pas seulement l'état de droit, mais encore plus de faire des droits de l'homme l'épicentre de son développement. Et donc, en 2014, sur initiative du gouvernement, une loi a été votée à l'effet de protéger les défenseurs des droits de l'homme et surtout de faire de la capitale abidjanaise la ville des droits de l'homme par la protection de tout défenseur des droits de l'homme. En ce sens que la loi ne protège pas seulement les Ivoiriens défenseurs des droits de l'homme, mais tout individu défenseur des droits de l'homme qui pourrait trouver refuge ou asile sur le territoire ivoirien. Au-delà de cela, elle a
la Côte d'Ivoire a pris un décret d'application dans lequel un accent particulier est mis sur la protection des femmes défenseurs des droits de l'homme, en confiant ce mécanisme à la Commission nationale des droits de l'homme, qui a pour mission essentielle la promotion et la protection des droits des citoyens ivoiriens. Et mieux, la Côte d'Ivoire, pour donner les moyens à la Commission, a tenu à ce que celle-ci soit représentée de manière, je dirais, exhaustive sur l'ensemble du territoire par des commissions régionales, afin de rapporter tout incident lié aux violations ou aux atteintes graves des violations des droits. Et par la même occasion, a initié, parce que vous le savez, notre commission n'a que le statut B, a initié une loi pour permettre à cette commission d'avoir le statut A, afin de pouvoir prendre la parole devant le Conseil des droits de l'homme et pouvoir exposer véritablement les enjeux en ce qui concerne la défense des défenseurs des droits de l'homme. L'État de Côte d'Ivoire, conscient de ce que une nation qui se veut émergente ne peut l'être qu'en incorporant les droits de l'homme dans une politique de développement, a tenu à faire une place de choix à ses défenseurs pour que l'État en lui-même puisse déjà respecter ses engagements, mais amener les Ivoiriens et tout citoyen vivant ou tout individu vivant sur le territoire de pouvoir s'approprier la politique de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette loi, qui bientôt aura 5 ans, doit faire l'objet d'une évaluation lors de son 5e anniversaire pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir l'adapter aux réalités sociaux, démocratiques, qui sont liées à l'évolution et à la dynamique des droits de l'homme. Et donc, Madame la secrétaire d'État, Mbese Beyou, a bien voulu attendre que nous puissions arriver en 2019 pour pouvoir poser le diagnostic, évaluer la loi, parce que la Côte d'Ivoire a un autre challenge, ça serait les élections de 2020. Et avant d'y aller, le secrétariat d'État voudrait déjà évaluer cette loi pour donner beaucoup plus de moyens aux défenseurs des droits de l'homme d'être en phase avec leur activité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Achille, pour ce témoignage et ces éclairages qui sont tout à fait pertinents dans le cadre justement de cette rencontre où les organisations de la société civile de plus en plus font rapport aux difficultés, aux obstacles et aux atteintes à leurs droits dans les différents États. Nous donnons à présent la parole à M. Dominique Delpech, qui est le directeur adjoint à la direction Affaires politiques et gouvernance démocratique à l'Organisation internationale de la francophonie, pour nous dire l'intérêt de son organisation et le travail qui est fait par rapport justement aux défenseurs des droits de l'homme. Merci. Vous avez 5 minutes, M. Dominique. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués invités. Mon propos sera très bref. Je ne m'attarderai pas sur le constat que nous partageons tous ici, sur d'abord la nature des défenseurs, qui sont des personnes courageuses, mais qui malheureusement font des activités qui sont de plus en plus, qui font l'objet d'actions de déstabilisation et qui les mettent dans des situations de risque. Sur les attaques, les manœuvres de déstabilisation, inutile là aussi de s'attarder. On sait tous qu'il y a des initiatives législatives qui peuvent remettre en question le financement d'ONG par des partenaires étrangers, qu'il y a des campagnes de dénigrement contre les traîtres, les agents de l'étranger, qu'on use et qu'on abuse parfois de la variable d'ajustement terroriste ici et là pour entraver une action, et que malheureusement le recours sans cesse croissant à la violence et à l'assassinat est constaté. Le chiffre n'ayant pas été encore donné, je vais signaler celui qui a été rapporté par Amnesty International, puisqu'en 2017, selon cette organisation, ce sont 322 défenseurs des droits de l'homme qui ont été tués dans le monde. C'est effrayant, mais c'est une réalité à laquelle nous faisons face. Donc, quelle est l'action menée par l'Organisation internationale de la francophonie pour tenter de promouvoir l'action des défenseurs des droits de l'homme et de les protéger? Nous avons principalement 3 grands axes d'intervention.
Tout d'abord, un axe diplomatique qui est tout sauf négligeable. Il est discret, mais en étant parfois discret, le plaidoyer n'en est pas moins efficace. Il est en tout cas constant à l'attention des autorités des États membres lorsque les droits de l'homme y sont menacés ou violés. Ensuite, nous nous appliquons à renforcer la société civile afin de consolider l'indépendance et la protection des défenseurs. Et à cet effet, l'OIF finance depuis des années des actions menées par des défenseurs dans le monde par le biais de son fonds francophone pour les droits de l'homme, Martin Hanstedt. Enfin, la mobilisation des réseaux institutionnels de la francophonie, je vous rappelle qu'il y en a 16 réseaux institutionnels, permet de démultiplier les messages et l'impact des actions que nous menons, nous, en propre à l'OIF. C'est le cas en particulier de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique, de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, et également de l'Association des ombudsman et médiateurs de la francophonie, ces réseaux étant de véritables relais pour mettre en lumière les cas particuliers des défenseurs qui font l'objet d'agressions, de déstabilisation. Donc, vous le voyez, l'action de l'OIF est pleinement complémentaire du travail des défenseurs et des mécanismes de protection internationaux et régionaux. Et c'est donc tout naturellement que l'OIF a décidé de soutenir la tenue de ce panel organisé avec nos partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je suis certain que nos travaux déboucheront sur des débats fructueux et sur des recommandations pertinentes qui pourront être portées à l'attention du prochain sommet mondial sur défenseurs des droits de l'homme qui aura lieu dans l'état du siège de l'OIF à Paris, fin octobre 2018. Je vous en remercie. Merci. Nous donnons la parole à présent à M. Clément Voulet, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'association et sur le droit à des manifestations pacifiques. 5 minutes, s'il vous plaît. Oui. Merci, Madame la Présidente. Honorables invités, je voudrais ajouter ma voix à ce débat qui est un débat important parce qu'il nous donne l'occasion d'évaluer ce qui a été, le chemin qui a été parcouru depuis 20 ans en matière de protection et de promotion des droits des défenseurs des droits de l'homme. Il faut dire que la déclaration, depuis qu'elle a été adoptée, a apporté un plus dans la promotion et la protection des droits de l'homme. D'abord, la déclaration a inspiré pas nombre de textes aujourd'hui, en l'occurrence les directives de l'Union européenne sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, nous avons les directives de la Norvège, nous avons aussi des directives aussi de la Suisse, qui sont des directives qui donnent des indications claires aux États membres de l'Union européenne, mais à ces États qui ont adopté ces directives, de soutenir les défenseurs des droits de l'homme sur le terrain. Parce que c'est une première fois. La reconnaissance même que le travail de défense et de promotion des droits de l'homme est une dimension internationale. Pour la première fois, des États donnent la possibilité à leur mission de pouvoir soutenir le travail des défenseurs des droits de l'homme. Une autre chose qui est importante aussi de souligner, c'est que la déclaration a pour la première fois fait de la promotion et de la protection des droits de l'homme un droit. Ce n'est plus une action fortuite. La déclaration dit clairement, c'est la responsabilité de tout individu et groupe d'individus de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Et toute personne qui s'adonne à cette promotion jouit des droits contenus dans cette déclaration. Et c'est la première fois qu'un texte international le reconnaît. Donc nous sommes dans une situation où aujourd'hui, en faisant cette mission ou en accomplissant cette mission de promotion, de protection des droits de l'homme, nous exerçons un droit qui est reconnu par cette déclaration. La deuxième chose qui est importante aussi de souligner en termes d'avancée aussi, c'est que cette déclaration a influencé pas mal de nombres au niveau régional. D'abord au niveau de la Commission africaine, à travers la mise en place du mécanisme de la Commission africaine chargée de la promotion et de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous en avons aussi un mécanisme au niveau du système interaméricain, un mécanisme aussi au niveau de l'Union européenne et un mécanisme au niveau international.
Donc la préoccupation de la protection des défenseurs des droits de l'homme devient une préoccupation internationale. Nous avons aussi, en termes d'avancée aussi, le développement d'un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place depuis que cette déclaration a été adoptée. En l'occurrence, vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, et pas mal, l'adoption, la reconnaissance aujourd'hui au niveau national, et c'est en cela que je salue d'ailleurs l'État du Mali, de la Côte d'Ivoire et puis du Burkina Faso, la reconnaissance dans des législations nationales du statut de défenseur des droits de l'homme. Parce que pendant longtemps, la question a été posée, qui est ce défenseur des droits de l'homme? Certains États d'ailleurs ont essayé de défier la notion, ce que nous appelons la définition, large qui était contenu dans cette déclaration des droits de l'homme, en disant c'est une notion très large, tout le monde y est. Mais je voudrais aussi rappeler ici que les discussions qui ont précédé l'adoption de cette déclaration étaient claires. Le droit de promouvoir et de protéger les droits de l'homme est un droit reconnu à tout individu. Et une toute autre limitation de ce droit reviendrait à dire que le défenseur des droits de l'homme serait seulement celui qui est en cravate, qui travaille dans une ONG, et que la femme du marché qui se bat quotidiennement pour promouvoir son droit à un environnement sain, ou qui se bat pour promouvoir son droit de pouvoir vendre ses légumes au marché, que cette femme ne pourrait pas jouir de ce statut de défenseur des droits de l'homme. C'est important de revenir sur cela pour que chacun comprenne que cette notion large permet à tout individu et que la promotion et la protection des droits de l'homme n'est pas l'apanage d'une catégorie d'individus, mais de toute personne qui se sent à un moment dans la capacité de pouvoir défendre les droits qui sont protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je voudrais aussi souligner que un des avancées que nous avons aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est que la situation des défenseurs des droits de l'homme, même si elle n'est pas ce que nous voulons, aujourd'hui, il y a quand même une reconnaissance que la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est des valeurs partagées. Et cela s'est fait grâce au travail de ces défenseurs des droits de l'homme. Il y a quelques années, les défenseurs des droits de l'homme étaient qualifiés de dissidents. Évoqués dans nos pays, une quelconque violation des droits civils et politiques vous mettez automatiquement en danger. Oui, je ne dis pas que la situation s'est améliorée aujourd'hui. Cela existe aujourd'hui. Que promouvoir les droits de l'homme continue à être un danger. Mais cela n'était pas. Lorsque nous sommes sortis de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, c'était toute une situation. Même le fait d'évoquer la promotion et la protection des droits de l'homme, vous étiez qualifié de politique, vous étiez qualifié d'un dissident. À l'époque, on n'appelait pas les défenseurs des droits de l'homme des défenseurs, mais des dissidents. Oui, il existe des défis, comme je l'ai souligné. Et parmi ces défis aujourd'hui, c'est que dans certains États, ce que exactement la déclaration a voulu faire, en faisant en sorte qu'on reconnaisse que la promotion des droits de l'homme est une responsabilité de tout individu, malheureusement, dans certains États, cela n'est pas reconnu. Et promouvoir les droits de l'homme dans certains États est un danger. Aujourd'hui, nous avons des exemples de plusieurs pays. Je citerai le Burundi, où aujourd'hui la plupart des défenseurs des droits de l'homme sont en exil. Pourquoi? Pour avoir soulevé leur voix sur les violations des droits de l'homme. Mais je citerai aussi la restriction de l'espace de la société civile qu'on observe aujourd'hui. À cause aujourd'hui des lois sécuritaires, à cause du terrorisme que nous tous nous condamnons aujourd'hui, il est difficile. Certains États ne font plus la distinction entre les groupes terroristes et les organisations qui sont chargées de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces lois sécuritaires mettent des mesures qui font en sorte que le simple fait de hausser la voix par rapport aux abus commis dans certaines localités au nom du terrorisme expose le défenseur des droits de l'homme à des dangers, à des poursuites judiciaires. Et aujourd'hui, c'est un danger qui existe encore. Mais aussi, l'autre danger que je voudrais souligner aussi, c'est la question des femmes défenseurs des droits de l'homme. Et plus généralement, la question de certains défenseurs qui défendent des droits qui aujourd'hui ne sont pas reconnus, ou du moins ont des difficultés à être reconnus dans nos sociétés. Je ne voudrais pas trop m'étaler sur tous ces groupes, mais je voudrais plus m'étaler sur les femmes défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, il faut le dire, la Commission africaine a mené une étude
Et je suis sûr que les femmes défenseurs qui sont ici nous parleront un peu de cette étude, je ne vais pas l'élaborer, pour démontrer que malgré l'adoption de cette déclaration, les femmes défenseurs des droits de l'homme continuent de faire l'objet de menaces. Des menaces qui sont liées aux stéréotypés, le refus de reconnaître le statut de la femme, de pouvoir être aussi, de défendre, de promouvoir les droits de l'homme. Le refus aussi de reconnaître que la promotion et la protection des droits de l'homme est l'apanage de tout le monde. Et que se prononcer sur des questions spécifiques que la société n'aime pas est un danger. Donc, il y a ces défis aujourd'hui que les femmes défenseurs vont certainement élaborer. Les Nations Unies aussi, en 2011, ont produit un rapport qui fait l'état que dans le monde entier, les femmes défenseurs des droits de l'homme font face à des risques particuliers et il est nécessaire de pouvoir leur accorder une protection. Et c'est en reconnaissance d'ailleurs de ces risques encourus par les femmes et qui vous seront exposés ici que la résolution des Nations Unies a été adoptée il y a 2 ans par l'Assemblée générale, la résolution 168-181, qui reconnaît que les femmes défenseurs des droits de l'homme faisant face à ces difficultés, qu'il faut que les États prennent des mesures spécifiques pour protéger ces femmes défenseurs des droits de l'homme. Et je salue en cela d'ailleurs les dispositions qui sont contenues aujourd'hui dans certaines lois de protection au niveau national, à savoir celui du Mali et puis de la Côte d'Ivoire, qui reconnaissent ces difficultés et qui demandent aux États ou qui demandent à ces pays de prendre des mesures spécifiques pour mieux protéger ces femmes défenseurs des droits de l'homme. Mais aussi, Madame la Présidente, pour finir, je voudrais aussi souligner qu'au-delà aussi de ces difficultés structurelles et ces difficultés dans l'accomplissement de leur mission, il y a aussi une difficulté importante qu'il faut souligner, c'est que les femmes défenseurs des droits de l'homme font face aujourd'hui à une menace qui est liée à l'absence de ressources pour pouvoir faire ce travail. Et une étude qui a été menée tout récemment par AWID, une organisation, a démontré qu'au moment où les organisations de femmes défenseurs des droits de l'homme ont $30 000 sur la même période pour pouvoir accomplir leur mission, les organisations travaillant dans le droit de la protection des enfants ont plus de $2 milliards. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une question d'intérêt sur le travail que font les femmes et qui doit aujourd'hui, la question doit être posée aujourd'hui pour que les États puissent aussi aider ces femmes défenseurs au niveau national pour qu'ils puissent mieux accomplir leur travail. Et j'en terminerai là-bas, Madame la rapporteure, Madame la Présidente, pour souligner aussi que la Commission africaine a adopté cette importante résolution et qui dit clairement que les États doivent prendre des mesures pour pouvoir promouvoir et protéger les femmes défenseurs des droits de l'homme. Et je suis sûr que les femmes défenseurs qui sont ici reviendront sur cette résolution qui est importante et que chaque État doit pouvoir avoir pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire au niveau national pour mieux protéger les femmes défenseurs des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci Clément. Je crois que vous avez planté là un décor qui va des défenseurs des droits de l'homme aux femmes défenseurs des droits de l'homme. Et nous en avons une brochette assez importante de femmes défenseurs des droits de l'homme. Nous allons commencer par Madame Souazandri Josiette. Compte tenu des contraintes de temps, vous me permettrez de vous limiter à 2 minutes, s'il vous plaît. Madame Josiette. Merci de m'avoir donné la parole. Madame la Présidente, honorable commissaire, chers participants, l'honneur me soit d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir retracer la situation générale des femmes défenseurs des droits de l'homme à Madagascar. Face à la violation quasi générale, systématique des droits humains, dont les victimes les plus démunies du pays, les femmes défenseurs des droits de l'homme malagasy ont choisi de concentrer leurs efforts aux tortures, l'expulsion forcée dans le cadre d'exploitation minière, protection de l'environnement, violence basée sur le genre. Outre les difficultés inhérentes au manque des moyens tant matériels qu'humains, les femmes défenseurs des droits de l'homme dans la Grande Île doivent surmonter des défis dont le plus handicapant sont les représailles et intimidations à l'encontre de ces femmes. Je ne cite que le cas de Mme Jou du Kaladoï, qui lutte pour l'accaparement des terrains. Elle a eu beaucoup d'appels téléphoniques, de menaces téléphoniques par téléphone, et aussi des cas de journalistes fans
Elle a reçu aussi des menaces téléphoniques à cause des articles qu'elle a écrits. Il y a aussi la difficulté d'accès aux informations imputables à l'opacité de l'administration et du système juridique. Le cas qui était annoncé par Madame Ananessi Razafnazir, présidente de l'association qui œuvre sur la promotion des droits des femmes en Iran. Madame la Présidente, chez nous, des hommes défenseurs sont victimes d'arrestations arbitraires actuellement, mais nous, les femmes, s'inquiètent beaucoup que dissiper, ce sera notre tour. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous partager que Madagascar, actuellement, a réalisé des grandes avancées par rapport aux droits de l'homme. La mise en place de la CNDH récemment et aussi dernièrement, un projet de loi sur la protection des droits des défenseurs des droits humains a été présenté au Parlement au cours de la session ordinaire de l'Assemblée législative le 7 octobre dernier. Donc, pour terminer, permettez-moi d'adresser le compliment au gouvernement, au peuple de la Gambie pour l'organisation et la tenue de cette rencontre et féliciter une nouvelle fois cette initiative à l'intention des défenseurs des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci. Je voudrais à présent donner la parole à Madame Mélanie Sonhaï Koumbat, qui représente le réseau ouest-africain des droits de l'homme. Merci Madame la Présidente. S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste parler des nouveaux défis que rencontrent les femmes défenseurs des droits humains. Des défis qu'on appelle nouveaux tout simplement parce que ce n'étaient pas des défis qui existaient quand sortait le rapport de 2014 sur les femmes défenseurs. Et aujourd'hui, un des plus grands défis est celui de l'adoption des lois nationales. Mais pour tous les défenseurs, mais pour les femmes défenseurs, c'est la prise en compte même de leur statut de femmes défenseurs dans la loi nationale de protection des défenseurs et l'assimilation de ces femmes défenseurs à d'autres femmes comme celles qui sont sur le territoire et donc elles devraient normalement être protégées par des lois ordinaires. Il y a également la question des lois antiterroristes. Qui sont des lois qui rendent particulièrement difficile le travail des femmes défenseurs, des défenseurs des droits de l'homme, femmes défenseurs y compris, le cas de Madame Safiatou Lopez au Burkina Faso. Et les femmes défenseurs sont parfois aussi embêtées. Et oui, merci. Les femmes défenseurs rencontrent souvent aussi d'autres problèmes qui sont celles qui concernent les lois sur les médias, les lois sur la cybercriminalité. Les lois sur la cybercriminalité sont celles qui nous suivent, qui suivent nos messages et nous nous demandons si rien n'est fait, où est-ce qu'on pourra se retrouver parce que ceci n'était pas prévu dans l'étude de 2014, certainement que ce n'était pas encore inquiétant. Un dernier défi que je vais présenter rapidement est l'usage des médias, donc des technologies de l'information et de la communication pour faire des photomontages, pour porter une atteinte à l'image de la femme et également des photos prises à des endroits où nous n'étions pas pour nuire à nos foyers, pour nuire à nos familles. Je voudrais m'arrêter là, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame Mélanie. La parole à présent est à Madame Moussa Yeroba, présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains de la Guinée. Merci, Madame la Présidente. 2 minutes, Madame. Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les représentants des États, des INIDH, chers invités, c'est un honneur pour nous d'être là pour partager une expérience vécue, juste parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. En tant que femmes défenseurs des droits de l'homme, il faut rappeler qu'en Guinée, nous n'avons pas encore la loi. Et c'est vrai qu'on a un avant-projet de loi qui a été initié par le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté,
qui a été retravaillé par des organisations de défense des droits de l'homme, notamment avec l'appui de la FIDH, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi d'Amnesty. Et donc, l'avant-projet existe, mais le problème est qu'on a une assemblée en fin de mandat et qu'il y a des difficultés à installer en ce moment même en Guinée des élus locaux qui ont été élus depuis 8 mois déjà. Normalement, les législatives devraient se tenir en janvier, au premier trimestre 2019. L'inquiétude se trouve à ce niveau. Est-ce que cet avant-projet de loi pourrait arriver à l'Assemblée nationale pour être voté? Et donc, sans cette loi sur la protection des droits de l'homme, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés sur le terrain. L'exemple que je vous montre avec les images qui défilent au tableau, c'est l'histoire d'une jeune fille mineure, la première image, qui a été abusée par son oncle à l'âge de 13 ans, son oncle qui est son tuteur, et parce qu'elle est arrivée en éducation à l'âge de 5 ans. Donc, cette jeune fille qui a été abusée à l'âge de 14 ans, jusqu'à l'âge de 22 ans, parce qu'au moment où je vous parle des faits, elle a 22 ans, elle a été arrêtée et détenue par ses propres parents qui l'ont accusée d'avoir orchestré un vol à main armée dans sa famille pour la mettre en prison parce qu'elle avait une liaison avec son oncle qui voulait se débarrasser d'elle. Le fait pour nous, en tant que femmes défenseurs, d'avoir aidé cette femme, d'avoir pu l'aider à sortir et accoucher parce qu'elle était détenue et enceinte de son oncle qui a abusé d'elle, le fait de l'avoir aidée à sortir et à accoucher dans des meilleures conditions, dans des conditions humaines, dans des conditions dignes, parce qu'il faut rappeler que la prison dans laquelle elle était détenue a été construite depuis avant l'indépendance pour un nombre de 300 personnes et qu'aujourd'hui, plus de 2000 personnes sont détenues dans cette prison, donc elle ne pouvait pas accoucher de façon digne. Nous nous sommes battus, elle est sortie et par la suite, malheureusement, il y a une plainte qui a été portée contre nous et nous sommes en ce moment en justice. Une plainte par le tuteur même de la fille qui a abusé d'elle, parce que le combat qu'on a mené, heureusement, 5 jours après la mise en liberté provisoire de la petite, elle a réussi à accoucher dans les meilleures conditions avec tous les soins appropriés. Et aujourd'hui, c'est pour vous dire que sans cette loi sur la protection des femmes défenseurs ou des défenseurs en général, il y a souvent des difficultés que nous rencontrons. Et heureusement, avec les images que vous avez vues, il y a une mobilisation autour de cela. Beaucoup de personnes, des gens venus par exemple des États-Unis, pour dire non, que ce combat est noble, que cette jeune fille que vous voyez, qui a aujourd'hui 22 ans, qui a été maltraitée pendant toute son enfance par la personne qui devrait normalement la protéger, ne devrait pas se passer ainsi. Donc, vivement un lobbying de la Commission pour appuyer vraiment, pour que du côté de la Guinée, nous puissions faire comme les autres pays, pour que cette loi puisse arriver à l'Assemblée nationale, qu'elle soit votée et promulguée. Je vous remercie. Merci. L'honneur revient maintenant à Mme Hannah Foster, la présidente du Centre africain pour les droits et les études. Merci. Thank you very much, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. I want to add my voice to the discussion, perhaps just to say that the framework for the protection of human rights defenders, and particularly women human rights defenders, exist. And from previous speakers, we do know that the declaration and the resolution on the part of the UN, and we also know that at the regional level, there is also the report on the study situation, as well as Resolution 336, developing standards for women human rights defenders in Africa. We also have heard about that Côte d'Ivoire, Mali, and Burkina Faso have also come up with national laws. And if you look at the national law of Côte d'Ivoire, we also saw that the Article 9 of that particular protocol law also is dedicated to women human rights defenders. But I want to share with you a story. Women working with people whose rights are criminalized or protecting communities from exploitation could be subjected to additional risks. This story is about 2 ladies who are working on sexual reproductive health and rights. And what happened was that because of the area that they were working in, the government trumped up charges and said that they
where they had misappropriated funds from their donors and took them to court. And they were immediately arrested and taken to Mile 2 prison. And as God would have it, they were able to get support to bring them out. And the court case took over 2 years before it could be settled. And you imagine the family distress, the intimidation, and these are things that happen normally to human rights defenders. The other case was that of a lady who was a journalist, and because of it, they tried to spoil her reputation and sexuality. They called her all sorts of names, and eventually they were able to get him, detain her, put her in prison. And in prison, she was tortured, and they were using hose pipes to put into her private parts, you know, and open the tap, water. The woman has died now, but these are things that have happened to real people because they have worked in human rights, and as human rights defenders, they were at risk. So the persistent gender discrimination and lack of gender-specific protection, I believe, is something that we need to push to ensure that there is implementation. The risks are many, but then we do know that there is an absence of complaints mechanism in many of our countries, and this is something that we need to work on. Perhaps just to share 1 or 2 recommendations, that governments need to ratify and implement CEDAW. They also need to ratify CAT, because a lot of these women human rights defenders, they are tortured and they are beaten up to pulp for a whole lot of them. And we need more sensitization and awareness creation of the existing framework, and to encourage more engagement with this. We need to also build capacity to develop and sharpen monitoring and documentation skills, because sometimes you undergo particular violations, but you have not documented. You don't have the evidence, but yet anybody who sees you know that you have been tortured, but you don't even have the skills to document the violations. So we need to be able to document it. And perhaps the last point would be that we need to have targeted responses to provide an enabling environment, and also to ensure that we look at, we are our brothers and sisters keepers. Thank you very much. Merci. La dernière intervenante, Madame Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du REDAC. 2 minutes, Madame. Merci, Madame la Présidente. Je vais faire 2 minutes. Parce que je parle juste des recommandations pertinentes, parce que tout le monde a parlé des défis. Mais avant de parler de la recommandation pertinente que nous voulons, n'est-ce pas, vous adresser, je voudrais d'abord dire que nous avons vécu avec stupéfaction le retrait du statut d'observateur de l'association Coalition africaine of Lesbians, qui est une association des femmes défenseurs. Nous considérons aujourd'hui en tant que femmes défenseurs que c'est notre espace aussi qui se rétrécit. Ceci, ce n'est pas parce que vous avez voulu, mais c'est par la volonté, n'est-ce pas, des États qui, par ailleurs, votent quand même les lois. Quand je l'ai dit, Madame la Présidente, nous pensons donc qu'il est urgent de trouver les mécanismes plus contraignants pour la protection efficace des femmes défenseurs. C'est pourquoi nous vous recommandons, Madame la Présidente, de prendre le leadership en adoptant au cours de cette 63e session une résolution sur la mise en place d'un groupe d'études ou groupe de travail sur l'élaboration des lignes directrices sur les femmes défenseurs. Nous les avons faites, Madame la Présidente, lorsque l'espace sur les libertés fondamentales, la liberté d'association et de manifestation était en danger. Nous voyons très bien que c'est
lignes directrices aujourd'hui nous permettent sur le terrain de travailler plus efficacement. Nous appelons par ailleurs tous les partenaires qui ont voulu organiser en collaboration avec la Commission cet espace. Je peux nommer la francophonie, les Nations Unies et autres partenaires du développement, les ONG internationales et régionales, y compris les réseaux, de vous apporter tout le soutien, un appui matériel, financier et technique tout au long du processus qui est la rédaction, l'adoption, la vulgarisation auprès de la société civile, des défenseurs, des acteurs étatiques et non étatiques, et enfin le plaidoyer auprès des gouvernements pour leur mise en œuvre effective. Je vous remercie, Madame la Présidente. Compte tenu, comme je l'ai dit, des contraintes de temps, nous allons donner peut-être quelques minutes à la salle pour des contributions ou des questions de clarification. La parole est à qui veut la prendre. Au fond, oui. Mon nom c'est Aminata Mokhtar, je suis de la Mauritanie, présidente de l'association des femmes chefs de famille. Je ferai un témoignage sur la situation des femmes défenseurs dans mon pays, dont vous êtes témoin du fait comme en tant que membre observateur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, j'étais empêchée d'assister à la 72e session de la Commission qui s'est tenue à Nouakchott, alors que j'avais ma carte d'invitation en main et mon nom a été inscrit dans la liste. Les membres du réseau FONAD de droits de l'homme ont vu mon nom sur la liste et finalement il a été barré par la volonté de l'État mauritanien. Je dirais que la situation de la femme défenseur mauritanienne est préoccupante, vu qu'il y a une vétoire contre ma personne qui rend mon sang illicite et mes biens. Le 4 avril 2014, j'ai porté plainte et à ce jour, la personne n'a jamais été interpellée ni inquiétée. Et je suis la risée aujourd'hui de la population mauritanienne, je ne peux pas passer. Je suis indexée d'être contre la religion, d'être à la solde de sionisme, à la solde de n'importe quoi. Et ça me porte préjudice et ça a porté préjudice à ma famille, à mon entourage et à moi-même. Là, je rappelle que je n'étais pas, quand on a refusé que j'assiste à la commission, je n'étais pas seule. Il y a Salima Talam, membre de SOS Esclaves, qui n'a pas eu l'accès. Mekfoula Ment Ibrahim, une militante de droits de l'homme, a été aussi condamnée au même titre que moi d'apostasie, c'est-à-dire de blasphème. Et nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas tenir un atelier dans un hôtel en tant que militant de droits de l'homme et président des ONG. Nous avons des difficultés. Moi, je ne sors pas la nuit de chez moi. À partir de 19h, je ne peux pas sortir. Nous avons de sérieux problèmes. Cette question de protection des défenseurs mérite d'être examinée et mérite que les États prennent des engagements vis-à-vis de la protection des droits de l'homme et créer des lois. Je vous félicite pour cette loi. Je félicite les pays aussi qui ont pu mettre sur place des lois pour protéger les femmes défenseurs. Je vous remercie. Merci, Madame. Je crois que dans son allocution, la rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique a dit de façon opportune et importante que souvent, cet espace qui devrait nous permettre d'échanger sur les développements positifs, mais également les défis d'une session à une autre, soit souvent transformé en forum de dénonciation pour des choses des fois importantes qui auraient dû être portées à l'attention de la Commission africaine avant de venir ici devant nous. Donc nous pensons qu'il y a peut-être lieu de mieux réfléchir sur la collaboration avec la Commission africaine
sur les moyens aussi de l'informer suffisamment et largement sur un certain nombre de situations au niveau pays, parce que nous avons des très bonnes relations avec la République islamique de Mauritanie. Nous avons accès aux responsables, aux plus hauts responsables de cet État, et nous pensons qu'il est tout à fait possible de dialoguer avec eux sur les questions que vous venez de relever. Mais si nous n'avons pas d'écrit, nous n'avons pas de rapport de votre part, il est difficile pour nous de pouvoir soutenir quelque action que ce soit. Merci. Le deuxième intervenant, s'il vous plaît, et c'est le dernier. Hein? Merci. Ok, merci Madame la Présidente. Je me nomme Bonaventure Nkwe Maouvi de la Coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Je voudrais remercier les panélistes et je vais principalement m'adresser aux représentants de la Côte d'Ivoire, où la loi a commencé son effet et aujourd'hui la Côte d'Ivoire demeure un pays modèle pour toute la sous-région ouest-africaine. Il nous plaît de demander à nos dirigeants de pouvoir copier l'exemple qui se fait en Côte d'Ivoire en matière de promotion et de protection des droits humains. Nous restons cependant inquiets sur la restriction qui se fait aujourd'hui au niveau des manifestations dans le pays. On évoque un certain nombre de décrets et de résolutions comme quoi le pays a traversé une certaine crise, ce qui ne permet pas aujourd'hui aux organisations de la société civile, aux militants des droits de l'homme de pouvoir manifester librement. C'est une restriction qui risque de poser un coup dur à tout l'effort qui a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire pour permettre à ce que cette loi soit une loi qui soit promulguée dans d'autres pays. Aujourd'hui, au niveau du Togo, nous restons inquiets. Quand nous voyons tout le travail qui a été abattu en Côte d'Ivoire, nous restons inquiets vraiment de savoir que si ces restrictions doivent déjà commencer par ne pas donner de l'espace aux citoyens africains et ivoiriens de pouvoir manifester librement, ça cause un réel problème. Nous prions donc l'État de la Côte d'Ivoire de revoir ces dispositions afin de permettre aux défenseurs des droits humains d'exercer librement. Je vous remercie. Merci. C'est noté. La République d'Égypte. Égypte, vous avez la parole. Thank you, Madam Chairperson. And thank you in particular for having this panel discussion in the commemoration of 20 years on the issuance and the adoption of the United Nations Declaration on the Rights and Responsibilities of Individuals, Groups, and Organs of Society in the field of promotion and protection of human rights. Just a reminder that this is the correct and official title of that declaration. However, it has just become regular that people just call it Declaration on the Rights of Human Rights Defenders, neglecting that the declaration not only includes rights but also responsibilities. The same concept that is actually exhibited and represented in the African Charter of Human and People's Rights. Individuals, according to the Charter, not only have responsibilities towards their state and towards their communities, but also have rights. You cannot have rights in principle without having responsibilities. The more rights a person gets, the more responsibilities in the way that they exercise these rights that they get as well. So, having said that, it is of course indeed important to when we celebrate the 20th anniversary of the UN Declaration, that we consider all the mischiefs that took place,
and some of the examples that we've heard today about the grievances and the violations that took place in numerous cases. These are just reminders of the effort that we all need to do in our own societies and in collaboration with this commission in order to ensure that there's no recurrence of these violations, and that all individuals are treated equal before the law. Human rights offenders as well as defenders are equal before the law, and nobody is above the law in any way. We in Africa in particular have suffered in our history a lot of problems that we have seen that were not maybe repeated elsewhere. We had liberators, leaders who led the liberation movements in our countries, and after they have done so, they've become gods, and they thought that they are above not only the law but also above their own societies. We do not need to repeat that and create it in a vast level as to make it repeated on individual levels and bring people simply because they say they are human rights defenders and they say they are above the law. They have all the rights to exercise their responsibilities towards the society, to promote human rights and to expose violations, but that also does not mean that they should violate the laws. This is my first point that I wanted to start off with. The second point is that in reference to talking about those who are promoting women's rights, whether should there be a reference and defense of those males who are actually fighting for women's rights as well. Let me just say that and that is really problematic from my point of view, is that the dialogue about women's rights is more often than not been conducted between women. However, the actual achievement of women's rights would not be possible without the full engagement of men, because society is composed of both. And we cannot just keep talking to women about their own rights without involving men as well, because otherwise, if we continue to do that, we will never be able to achieve equality and eliminate discrimination against women. So I encourage the mechanisms of this commission to review their mandates in order to also incorporate those males who actually work on the defense of the rights of women. Finally, I would like to welcome the presence of the representative of the Francophonie here with us in this session. It's a first, and we hope that it is repeated. We acknowledge, as Egypt, a member of the Francophonie, of course, the growing interest by the organization in the field of human rights, and we hope that this is reflected very well in the continuous monitoring of the human rights situation in all Francophonie member states, not only those in the South. That would include, of course, countries that you very well know. So it's important in the regular reports that are being presented by the Secretariat of the Francophonie to include the developments, whether in terms of democracy, human rights, you name it, in countries like France, Belgium, Switzerland, Canada, and so on. It should not be only
Egypt, Cameroon, whatever other countries of the South. It should be also everyone. If this organization is actually committed to human rights. Thank you very much. Merci, Monsieur le représentant. Je crois que nous avons eu une diversité au niveau des présentations et ce qui ressort en réalité de tout ceci, c'est que toute action doit effectivement s'exercer en toute responsabilité. En toute responsabilité, le travail des défenseurs des droits de l'homme s'inscrit aussi dans des cadres normatifs, mais cela vaut également pour les représentants des États. Et ce sont les États qui doivent s'assurer que toutes les dispositions sont mises en place, qu'elles sont disponibles, pour que lorsqu'il y a des poursuites qui sont engagées contre les défenseurs des droits de l'homme, qu'elles soient femmes ou hommes, ces poursuites sont lancées sur la base de principes comme la non-discrimination, comme l'égalité de tous devant la loi, devant des tribunaux indépendants. Donc je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire que chaque action doit effectivement s'adosser à des lois, s'exercer dans le cadre des lois, mais que la personne qui exerce effectivement ces actions ou cette action doit être protégée lorsque c'est la loi effectivement qui lui permet d'exercer son action ou son activité. À ce niveau, je pense que je vais donner 1 minute à chacun des panélistes pour conclure et nous allons aller à la commémoration ou en tout cas au lancement du compédium. Monsieur d'abord Rémy, le commissaire Rémy, 1 minute. Madame la Présidente, moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Nous célébrons aujourd'hui les 20 ans de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. J'ai reçu le mandat d'en assurer la promotion au niveau de l'Afrique. Et je crois que 6 mois après mon mandat, j'ai accompli cette mission parce que je suis à la base de l'impulsion de la publication de ce compendium du droit de la protection des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, dont je vais continuer à assurer la promotion. C'est un outil holistique qui reprend tous les textes disponibles en la matière aujourd'hui. Il gagnera en volume les jours à venir au fur et à mesure que les lois seront adoptées. Et je lui souhaite simplement plein succès parce que d'ici là, vous allez lancer cet ouvrage. Je vous remercie. Le commissaire Assouagbo. Thank you, Madam Chair. I will only conclude by saying that my mandate remains committed to the cause of the rights of women, and in particular, women human rights defenders. Since its inception, we have done a lot by way of resolutions, by way of guidelines to protect the rights of women, the most important of which is the guidelines on combating sexual violence against women, and as we are all aware, the greatest form of violence that women human rights defenders undergo is sexual violence and other forms of abuses. So we want to say here, as a last point, to also applaud the important role played by the African Court in sustaining the rights of human rights defenders in the case of Konate against the Republic of Burkina Faso, where the journalist was sentenced to a term of 12 years, 12 months imprisonment by virtue of the fact that he wrote an article against the state prosecutor. Fortunately for us, the African Court was bold enough to reverse this decision, saying that the limitations which are imposed in Article 9 of the Charter must be proportionate to the nature of violation. So we take this opportunity to extend our congratulations to the African Court through the representative who is here, Madame Tujilane, to the President of the Court
for playing its role, a very important role in the protection of the rights of human rights defenders. And lastly, I pledged that I look forward to more engagement with the women human rights defenders before the sessions. Thank you. How about men? Commissioner. The definition includes men. Men. The definition includes men. Okay. Monsieur Hachi, une minute. Merci bien, Madame la Présidente. Je voudrais, à la suite de l'interpellation de Monsieur du Togo, dire que la Côte d'Ivoire est soucieuse de protéger les défenseurs des droits de l'homme, leur donner l'espace qu'il faut, et tout en rappelant, Madame la Présidente, les propos du délégué de l'Égypte et vous-même vos propos concernant le décor dans lequel doit évoluer du moins c'est les activités de protection et de défense des droits de l'homme. C'est d'autant plus que la Côte d'Ivoire, voulant poser un acte véritablement dans ce sens, a bien voulu confier aujourd'hui la charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme au niveau gouvernemental à un peu produit de la société civile et a fait de la société civile un maillon essentiel de la politique démocratique en sa disposition de l'article 26 de la Constitution. Je vous remercie. C'est un cadre sud. Donc je fais écho aux propos effectivement de l'honorable distingué représentant de l'Égypte qui trouve effectivement toute la pertinence qu'il y a à ce que la francophonie soit associée à cet exercice et je l'en remercie. Effectivement, je le rappelle et je le rassure, l'organisation est totalement dédiée à sa vigilance renouvelée en permanence sur le suivi des situations aux droits de l'homme dans tous les pays de l'espace francophone, qui est un cadre effectivement plus large, nord-sud, 5 continents, avec tout le souci d'équité dans le traitement de différentes situations, mais à la fin, ce sont les situations qui décident, sous la conduite des États, le secrétariat ne faisant que proposer. Merci beaucoup. Merci. La parole est donnée à Monsieur Clément Voulet pour le mot de clôture de ce panel. Merci. Merci Madame la Présidente. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont intervenu et qui ont aussi soulevé leur perspective par rapport à la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et je pense qu'après 20 ans de l'adoption de cette déclaration, nous sommes tous d'accord que les défenseurs des droits de l'homme font un travail important dans nos pays et que ces acteurs sont importants dans le maintien de la paix, dans la construction de nos sociétés, des sociétés paisibles et démocratiques. Et pour cela, il est important aussi de reconnaître les risques que ces défenseurs des droits encourent. Et c'est à partir de la reconnaissance de ces risques que nous pouvons instaurer un cadre propice pour protéger ces défenseurs, pour que ces défenseurs soient l'acteur qui contribue au développement, qui contribue à des sociétés démocratiques et paisibles. Si nous dénions ces risques, nous allons créer plutôt une tension entre les défenseurs des droits de l'homme. Il est important de reconnaître qu'aujourd'hui, ces défenseurs font face à des risques et que les femmes défenseurs des droits de l'homme font face à des risques plus énormes à cause de nos sociétés, à cause des pratiques de la société, et qu'aujourd'hui, au niveau national, nous n'avons pas adopté les mesures nécessaires pour protéger ces femmes défenseurs des droits de l'homme à cause de ces particularités qui sont importantes. Aujourd'hui, nous avons, et d'ailleurs, certains l'ont soulevé, le mouvement des femmes a été ce mouvement qui a contribué à la libération de ce continent. Mais aujourd'hui, quelle reconnaissance nous avons pour ces mouvements de femmes ? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui sur le continent pour promouvoir cette participation, pour faire en sorte que ces femmes défenseurs des droits de l'homme soient le moteur de ce développement économique? Nous ne faisons pas grand-chose. Et aujourd'hui, nous devons pouvoir nous remettre en cause et dire qu'est-ce que nous devons faire dans les 20 prochaines années pour assurer que ces femmes défenseurs des droits de l'homme constituent ce moteur de développement dans nos économies. Et je l'ai souligné d'ailleurs, lorsque j'ai présenté mon rapport devant l'Assemblée générale, je l'ai dit clairement que nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs de développement durable si nous ne créons pas les conditions idoines pour que la société civile, pour que les défenseurs des droits de l'homme, les femmes défenseurs, que les communautés puissent être l'acteur de leur propre développement. Nous devons le faire et c'est en cela que nous allons sortir nos pays
aujourd'hui des crises que ces pays font face, à la fois des crises économiques, mais aussi des crises institutionnelles. Je vous remercie. Merci Clément. Nous allons maintenant donner la parole à France du Centre des droits de l'homme de Pretoria pour nous dire quelques mots sur ce compendium que le centre a bien voulu élaborer et qui contient l'ensemble des outils sur lesquels doivent travailler les défenseurs des droits de l'homme, mais surtout ceux qui protègent les droits de l'homme en partant de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les résolutions de la Commission africaine, les déclarations de la Grande-Baie, la déclaration de Kigali. Monsieur France, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. I think copies of the compendium on the legal protection of human rights defenders had been circulated. If you didn't receive a copy, the ushers have one more, I'm sure, for you, and there's a very well-traveled red suitcase in which there are some more copies. Very briefly, to say the initiative for this publication has come from Commissioner Lumbu in his capacity as the Special Rapporteur on Human Rights Defenders, and the Center for Human Rights had been privileged to work with him on the compilation and publication of this compendium. The aim is obviously to bring together a relatively disparate group of instruments, United Nations, regional, African Union and national level documents in a format that is quite accessible literally. I would say it's a pocket size, so if you have a pocket like me, you can carry it with you. So that's the idea. Unfortunately, the publication is only available in English and French due to the time constraints. I'm sure we will work on other languages. You will notice that the English version is shorter than the French. The French contains the national legislation from Francophone countries that had been mentioned here, and the official texts were not available. The publication is also available electronically on the website of the publisher, which is the Pretoria University Law Press, abbreviated as PULP, P-U-L-P. So whether today or tomorrow, you can access it freely on that website as well, or anyone else can access it there freely. Thank you very much. Nous allons à présent, avec la permission et l'accompagnement du commissaire Lumbu, procéder au lancement de ce compendium. Merci. Merci, merci. Merci.